Le jour de mon anniversaire, ma belle-fille m'a piégé au sous-sol. Découvrez comment j'ai orchestré une vengeance inattendue dans cette histoire bouleversante. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Ma belle-fille m'a enfermé au sous-sol le jour de mon anniversaire, mais j'ai eu ma revanche. Je m'appelle Marguerite Dubois et j'ai 65 ans. À mon âge, beaucoup imaginent des soirées tranquilles, dans un rocking chair, avec un tricot sur les genoux et des petits-enfants jouant à proximité. C'était mon rêve. Autrefois, aujourd'hui, je sais que la réalité est souvent bien différente, surtout quand on vit sous le même toit, qu'une belle fille qui ne voit en vous qu'un fardeau. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque mon mari, René, est mort d'une crise cardiaque. 42 ans ensemble. Et soudain, j'étais seule, dans notre spacieuse maison, rue des Rosiers, à Fécamp. Chaque recoin, chaque objet me rappelait René, le parfum des roses qu'il plantait dans le jardin, ses maquettes de trains miniatures, sur les étagères en bois qu'il avait fabriquées, le banc en pierre, où nous sirotions du café au lait. Au crépuscule, René était contrôleur ferroviaire toute sa vie, un homme d'ordre et de précision. Les trains n'attendent pas. Marguerite, aimait-il dire. Dans notre mariage, il tenait toujours le pouls de toutes. Et moi, je créais le cocon après sa mort. Notre maison, au lieu d'un nid douillet, devint un musée de souvenirs, où j'errais comme un fantôme, trébuchant sur des ombres du passé. Le silence était assourdissant. J'essayais de combler le vide avec la télévision, la radio. J'ai même commencé à parler aux plantes. Mon fils, François, me rendait visite 1 fois par semaine, généralement le dimanche, mais ces visites étaient brèves et maladroites. Il n'avait jamais été très proche de son père et notre relation restait bloquée à l'époque de son adolescence où chaque mot que je disais était une réprimande ou une leçon. C'est probablement pourquoi, lorsqu'un dimanche, pendant le déjeuner, François a suggéré que je vende la maison et emménage avec eux, j'ai accepté, presque sans hésiter. Cela semblait la solution parfaite. À l'époque, je les aiderais avec l'apport pour une nouvelle maison, plus grande, avec une chambre pour moi, et en retour, j'obtiendrais ce que je craignais tant, de perdre une famille. Tu ne veux pas vivre seule, maman, dit François, posant sa main sur la mienne. Et puis, Clémentine sera ravie de voir sa grand-mère tous les jours. Clémentine, c'est ma petite fille. Elle a 14 ans maintenant. À 11 ans, elle était vraiment excitée à l'idée que j'emménage. Nous étions proches. Autrefois, je lui apprenais à faire des madeleines, lui raconter des histoires sur ma rencontre avec son grand-père lors d'un bal au parc d'attractions. En été 1976, elle adorait écouter, assise à mes pieds, tressant des bracelets colorés, avec le fil que je lui achetais. Mais il y a 3 ans, je ne connaissais pas encore Isabelle, comme je la connais aujourd'hui, Isabelle Marchand. La femme de mon fils était souriante et amicale. Lors des fêtes ou des dimanches. Marguerite, vous êtes rayonnante. Marguerite, cette tarte est divine. Marguerite, nous sommes si heureux de vous voir. Je réalise maintenant que son sourire n'atteignait jamais ses yeux et que ses compliments semblaient mécaniques, comme des phrases apprises. Nous avons vendu la maison rapidement. L'immobilier à Fécamp était très prisé à l'époque. J'ai obtenu une belle somme dont la majeure partie a servi à l'achat de leur nouvelle maison. Avenue des Ormes, c'était une grande maison à 2 étages avec un sous-sol et un jardin où François prévoyait d'aménager un coin barbecue. J'ai eu une chambre au rez-de-chaussée près de la cuisine pour que ce soit plus confortable. Pour vous, maman. Les premiers mois, tout s'est bien passé. Je cuisinais, parfois, je récupérais Clémentine. À l'école,
quand Isabelle était en retard à son salon de manucure. Oui, ma belle-fille possède un petit salon en périphérie de Fécamp. Pas une mauvaise affaire, mais Isabelle en parle, comme si c'était une chaîne de spas haute de gamme, tout le long de la côte. François travaille pour une entreprise de fenêtres plastiques et gère le contrôle des stocks. Un travail ennuyeux, mais stable, dit-il. J'ai remarqué un changement environ 6 mois après mon emménagement. Des petites choses. Au début, Isabelle oubliait de m'appeler à table quand il recevait des invités ou faisait des remarques sur mes vêtements. Marguerite, que vous vieillit tant. Marguerite, cette couleur ne va pas du tout avec votre teint. Et puis vit un rang de signes plus évident. Mes livres de recettes se retrouvèrent rangés dans des cartons au garage parce qu'ils prenaient trop de place dans la cuisine. Ma petite collection de figurines en porcelaine quitta la cheminée pour l'étagère du haut de mon placard, car elle ne s'accordait pas au nouveau design du salon. À la fin de la première année, je me sentais invisible. Dans ma propre maison, François était toujours au travail ou sur son téléphone. Clémentine passait de plus en plus de temps avec ses amis ou enfermée dans sa chambre. Et Isabelle était devenue une surveillante, contrôlant chacun de mes mouvements. Marguerite, vous avez encore laissé votre tasse dans l'évier. Marguerite, ne touchez pas au thermostat. La facture d'électricité est déjà énorme. Marguerite, nous avions convenu que vous n'utiliseriez pas la machine à laver le mardi et le jeudi. Ce sont mes jours. Chic. J'ai essayé de parler à mon fils, mais il balayait tout d'un revers de main. Maman, tu exagères. Isabelle aime juste l'ordre. Tu dois t'habituer aux nouvelles règles. Les nouvelles règles se multipliaient. Chaque mois, je n'avais pas le droit de regarder la télévision après 21 heures, car le son gênait Clémentine. Pour ses devoirs, je ne pouvais pas inviter mes quelques amis, car la maison n'était pas un lieu pour les réunions de retraités. Je ne pouvais pas cuisiner autre chose qu'un sandwich, car l'odeur des aliments frits imprégnait les rideaux. Peu à peu, ma vie s'est réduite à la taille de ma chambre, où je me retirais de plus en plus souvent pour éviter les remarques acerbes d'Isabelle. Je commençais à me sentir comme une invitée, tolérée par grâce, plutôt qu'un membre de la famille, dont l'argent avait rendu possible l'achat de cette maison. Le coup le plus douloureux fut l'éloignement de Clémentine. Isabelle détruisait méthodiquement notre lien, exploitant la vulnérabilité adolescente et le désir de conformité. Ta grand-mère est tellement démodée. Regardez ses habitudes bizarres. Tu ne veux pas être aussi ringarde qu'elle, n'est-ce pas? J'entendais ces phrases en passant devant la chambre de Clémentine, et je voyais comment ma petite fille évitait mon regard, comment elle évitait d'être seule avec moi. J'ai eu 65 ans cette année, je n'attendais pas grand-chose, peut-être un dîner familial, modeste, peut-être une carte, dessinée par Clémentine, comme autrefois, mais le matin de mon anniversaire, personne n'a même pensé à la date. François partit au travail, marmonnant un vague au revoir vers la cuisine, où je buvais mon thé matinal. Clémentine s'enfuit à l'école, sans même prendre son petit déjeuner. Isabelle était devant le miroir, dans le couloir, appliquant une nouvelle couche de rouge à lèvres. Marguerite, dit-elle, sans se retourner, nous recevons des invités. Ce soir, rien d'extraordinaire, juste un petit dîner, entre amis. J'ai hochai la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Ce serait bien si vous faisiez votre tarte normande. Tout le monde en raffole. Cela ressemblait presque à un compliment, et je ressentis une légère chaleur dans ma poitrine. Peut-être avait-il
penser à moi. Après tout, peut-être était-ce leur façon de me surprendre. Bien sûr, Isabelle, dis-je. Je ferai une tarte. Je passais toute la journée dans la cuisine, préparant non seulement la tarte, mais aussi d'autres plats, que François et Clémentine émaillant. Vers 17 heures, la maison embaumait la vanille, la cannelle et le coq au vin. Je m'étais même habillée, un peu, portant une robe verte, que René trouvait toujours particulièrement élégante. Pour une fois, je me sentais utile, importante. Isabelle rentra vers 18 heures, chargée de sacs, de le délice normand. « Oh, vous avez tout préparé, dit-elle, jetant un œil à la table, mais j'ai acheté des plats préparés. Au rayon traiteur, tout le monde adore leurs choux et salades de fruits. Mon cœur se serra, mais j'essayais de ne rien montrer. Ce n'est pas grave, dis-je. Plus de nourriture. Ce n'est pas un problème. Isabelle pinça les lèvres, regardant ma tenue. Vous allez vous asseoir, à table, comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je, regardant ma robe. C'est juste, c'est très formel. Pour un dîner à la maison, ne trouvez-vous pas? Elle secoua la tête. De toute façon, avant l'arrivée des invités, pourriez-vous descendre au sous-sol et vérifier si le chauffage fonctionne? Camille gèle toujours, et nous voulons montrer la cave à vin que François a aménagée. Là, la cave à vin était la fierté de mon fils, une petite pièce au sous-sol, où il gardait une douzaine de bouteilles, de vin de bon marché, achetées en promotion. Mais il aimait l'exhiber aux invités, parlant de bouquets et de tannis, comme un connaisseur. D'accord, acquiesçai-je, me dirigeant vers la porte du sous-sol. Les escaliers étaient raides, mal éclairés. Je descendis prudemment, m'accrochant à la rampe. Il faisait frais et humide. En bas, malgré les efforts de François, pour rendre l'endroit présentable, je trouvai un radiateur dans un coin et l'allumai, vérifiant si la résistance chauffait rapidement. Soudain, j'entendis la porte grincer et les pas d'Isabelle. « Marguerite, appela-t-elle. Avez-vous trouvé le radiateur? Oui, il fonctionne, dis-je, montant quelques marches. Mais avant que je puisse aller plus haut, la porte claqua bruyamment, et j'entendis le clic du verrou. Isabelle, criai-je, arrivant à la porte. Isabelle, la porte s'est refermée. Je sais, Marguerite, répondit une voix, de l'autre côté, sans une trace d'inquiétude. C'est comme ça que ça devait être. Quoi? Je n'en croyais pas. Mes oreilles. Ça, ouvre la porte. S'il te plaît. Je crains que non, dit Isabelle, avec le ton qu'on utilise pour expliquer des évidences. Aux petits enfants, nous avons des invités importants ce soir, et franchement, votre présence gâcherait tout, toujours à interrompre, avec vos histoires interminables. Des bons vieux jours, c'est fatigant. Marguerite, j'y restai là, figé par le choc et l'humiliation. Mais c'est mon anniversaire, dis-je doucement. Un silence à la porte. Pendant un instant, oh, c'est pour ça que vous êtes habillée ainsi, dit Isabelle, avec un léger ricanement. La fête n'est pas pour vous, Marguerite. Nous voulions juste réunir des amis. Et votre anniversaire, disons, ce n'est pas une occasion très importante. J'ai senti les larmes monter à ma gorge, mais je les retins. Je ne voulais pas pleurer devant cette femme, même si elle ne me voyait pas. Quand allez-vous me laisser sortir? Demandai-je, essayant de garder une voix ferme. Quand les invités seront partis, répondit Isabelle. Ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas de faim. En une nuit, il y a un radiateur. Vous n'aurez pas froid, restez juste tranquille.
et n'essayez même pas de frapper ou crier. La musique sera assez forte pour couvrir tout bruit. Au fait, j'ai dit à tout le monde que vous êtes parti chez une amie pour le week-end. Alors ne pensez pas que quelqu'un viendra vous chercher. Ces espaces s'éloignèrent, et je me retrouvai seul dans le sous-sol à demi sombre, éclairé seulement par une ampoule faible et la lueur orange du radiateur. La rage, le ressentiment et l'impuissance m'envahirent comme une vague. Comment comment mon propre fils pouvait-il permettre que je sois traité ainsi? Étais-je vraiment insignifiante pour eux? Je m'assis lentement sur une vieille chaise, près du meuble à vin. Mes mains tremblaient, de colère ou de peur. Je ne savais pas. À cet instant, je sentis une vibration dans la poche de ma robe. Mon téléphone. Je l'avais complètement oublié. Ce petit smartphone que François m'avait donné quand il s'était acheté un modèle plus récent. Tu n'as pas besoin de plus, maman, juste pour les appels d'urgence. Ça, ce n'était pas juste un téléphone. C'était un lien avec le monde extérieur, un moyen de savoir ce qui se passait à l'étage, dans ma propre maison, pendant que j'étais enfermé, comme un objet indésirable, caché hors de vue, tenant le téléphone. Dans mes mains, je ressentis un calme étrange, comme si ce petit contrôle me permettait de rassembler mes pensées. Il y a un peu plus d'un mois, j'avais installé des caméras de sécurité dans la maison, de petits dispositifs, presque invisibles, facilement cachés, sur une étagère ou derrière un cadre. Je ne l'avais pas fait par paranoïa, comme certains pourraient le penser, mais à cause d'une série de disparitions étranges. D'abord, mes boucles d'oreilles en perles, un cadeau de René pour notre 30e anniversaire de mariage, avaient disparu. Je me souvenais précisément de les avoir laissés dans ma boîte à bijoux, sur ma coiffeuse. Quand j'en avais parlé, Isabelle avait écarquillé les yeux. « Marguerite, vous avez probablement oublié où vous les avez mises. C'est normal, à votre âge. » Puis la broche que ma mère m'avait donnée, avant sa mort, avait disparu. Ensuite, une bouteille de parfum, coûteux, que je gardais pour les occasions spéciales, la petite statuette en porcelaine d'une ballerine sur ma table de chevet. À chaque fois, Isabelle et François offraient la même explication. J'avais oublié, je l'avais déplacée, c'était ma faute. Mais la goutte d'eau fut la disparition de mon journal. Je le tenais depuis mes 17 ans, un carnet épais, relié en cuir, où j'écrivais mes pensées, mes peurs, mes joies, où je collais des fleurs séchées et des billets d'événements mémorables. Ce journal était une partie de moi, mon histoire. Un matin, je découvris qu'il n'était plus à sa place habituelle. Dans le tiroir de ma commode, j'ai retourné toute la chambre, puis toute la maison. Dans la mesure où j'étais autorisée, le journal était introuvable. Quand je me tournai, désespéré, vers François, il haussa les épaules. « Maman, c'est juste un vieux carnet. Peut-être l'as-tu jeté par mégarde, en rangeant, mais je n'aurais jamais jeté mon journal, jamais. » C'est alors que je décidai d'agir. Mon amie, Sabine, rencontrée au club de jardinage, m'aida à acheter des caméras de sécurité miniatures. Son fils possède un magasin d'électronique, et ce fut facile. Pour elle, as-tu un smartphone, Marguerite? Demanda-t-elle. Alors, tu peux voir les images. Quand tu veux. Sabine m'aida à installer une application et à configurer les caméras pour qu'elles s'activent au mouvement et envoient des notifications sur mon téléphone. Nous en installâmes 3, une dans ma chambre, vissant mon placard, et ma commode, une dans le salon, avec vue sur la cheminée, où se trouvait ma dernière figurine, et une dans la cuisine. Par précaution, je n'avais rien dit
à ma famille. Des caméras. Quelque chose me disait que s'il l'apprenait, les caméras casseraient ou disparaîtraient, comme mes affaires. Et maintenant, assise dans le sous-sol verrouillé, je remerciais le destin pour ma prévoyance. J'ouvris l'application et l'écran se divisa en 3 parties, montrant les flux de toutes les caméras. Le salon était déjà rempli. Demandez. Je comptais environ 15 invités, surtout des amis d'Isabelle, de son salon, et quelques collègues de François. Ma tarte normande était intacte dans un coin de la table, à côté des choux raffinés qu'Isabelle avait achetés. J'augmentais le son de la caméra du salon. La musique jouait fort, mais je pouvais entendre des bribes de conversation quand quelqu'un s'approchait de la caméra. « Où est ta belle-mère » demanda une femme, aux cheveux roux éclatants, que je n'avais jamais vue. Isabelle leva les yeux au ciel, théâtralement. « Elle est chez une amie, Dieu merci. Honnêtement, c'est un vrai plaisir d'avoir une soirée sans ces histoires interminables. Sur mon cher René, la rousse rit, et elles s'éloignèrent. Mais je sentais déjà mes joues brûler, d'humiliation. Je passai à la caméra de la cuisine, où François ouvrait une bouteille de vin. Camille, la voisine à sa droite, une femme de mon âge, avec qui nous échangions parfois des amabilités, par-dessus la clôture, s'approcha de lui. « François, où est Marguerite ? J'ai apporté un petit cadeau pour elle. » Mon fils se figea, s'assit un instant, puis se tourna avec un étrange sourire. « Elle rend visite à une amie à Rouen. Tu sais, maman est très sociable. Ces derniers temps, il ricana comme si c'était une plaisanterie amusante. Oh, Camille semblait déçue. C'est étrange qu'elle soit partie le jour de son anniversaire. Je pensais anniversaire. François l'interrompit, et je vis son visage pâlir légèrement. Oui, c'est vrai, nous l'avons fêté en avance. Le week-end dernier, un petit dîner familial, comme elle aime. Mensonges, purs mensonges. François et Isabelle étaient partis à la côte le week-end dernier, me laissant seule avec Clémentine, qui passait la plupart du temps chez une amie. Camille hocha la tête, mais je voyais dans ses yeux qu'elle ne croyait pas tout à fait. « Passe-lui ceci quand elle rentrera, » dit-elle, tendant un petit paquet. « C'est juste du thé à la lavande. Marguerite a mentionné une fois qu'elle adorait ça. » Mes yeux se remplirent de larmes. Une étrangère se souvenait de mes goûts et de mon anniversaire, mieux que ma propre famille. Je glissai mon doigt sur l'écran. Passant d'une caméra à l'autre, Clémentine était assise dans un coin, absorbée par son téléphone, l'air visiblement ennuyé. Elle n'avait jamais aimé les fêtes d'Isabelle. Trop d'adultes, trop de sourires faux et de conversations forcées. Soudain, mon attention fut attirée par un nouvel invité qui venait d'entrer, un homme grand, mince, aux cheveux noirs gominés et aux traits acérés. Il portait un costume coûteux qui semblait légèrement déplacé dans l'ambiance décontractée de la fête. Je le reconnus immédiatement. Vincent Marchand, mon conseiller financier, celui que François m'avait recommandé pour gérer l'argent de la vente de ma maison. Après la mort de René, j'étais si bouleversée que j'avais accepté avec gratitude l'offre de mon fils de trouver un professionnel de confiance. Vincent venait, une fois par trimestre, avec des rapports pleins de chiffres et de graphiques, qui me disaient peu, mais il m'assurait toujours que mes placements étaient en bonne santé, et cela me suffisait. Maintenant, en le voyant, à cette fête, je ressentis une légère inquiétude. Que faisait-il ici? D'après ce que je savais, François n'était pas particulièrement proche de lui. Isabelle accueillit Vincent avec un enthousiasme qui me semblait excessif. Elle lui fit la bise
et le prit par le bras pour le présenter aux autres invités. Mais ce qui attira vraiment mon attention fut la façon dont ils se regardaient quand ils pensaient que personne ne les voyait. Des regards trop intimes pour de simples connaissances. Je passai à la caméra de la cuisine, où ils se retrouvèrent quelques minutes plus tard, trop près l'un de l'autre, près du réfrigérateur. « Tu es en retard », dit Isabelle, mais sans reproche, plutôt avec une pointe de jeu, dans la voix. « La réunion a duré », répondit Vincent, jetant d'un œil par-dessus son épaule. « Ah, où est-elle ?»« Ne t'inquiète pas, la vieille est enfermée, au sous-sol. Elle pense que c'est à cause de la fête. » Isabelle sourit. Elle n'a aucune idée que son cher fils a accepté de l'envoyer à les Jardins de l'Aube, dès le mois prochain. Les Jardins de l'Aube. Ce nom me semblait vaguement familier. Il me fallut quelques secondes pour me souvenir. C'est une maison de retraite, en périphérie de Fécamp, pas un mauvais endroit, mais pas une résidence de luxe. On allait m'y envoyer, sans mon consentement, ni ma connaissance. « Tout est prêt », demanda Vincent. « Les papiers, la procuration. François s'en occupe la semaine prochaine, » dit Isabelle. « L'avocat a déjà préparé les documents. La vieille ne saura même pas ce qu'elle signe. On dira que c'est un renouvellement d'assurance ou quelque chose comme ça. Et si elle refuse ?» Isabelle haussa les épaules. « Alors plan B, tu as vu comme elle est distraite. Elle oublie parfois d'éteindre la cuisinière ou s'enferme dans la salle de bain. » Elle fit en clin d'œil encore quelques incidents, comme ça, et même le juge le plus pointilleux la déclarerait inapte. Mon frisson me parcourut. Je n'avais jamais oublié d'éteindre la cuisinière, ni ne m'étais enfermé dans la salle de bain. Ces incidents étaient-ils fabriqués? Étaient-ils allés si loin dans leur désir de se débarrasser de moi? Es-tu sûr que François est totalement d'accord? Demanda Vincent, baissant la voix. C'est un faible, dit Isabelle, dédaigneusement. Bien sûr, il a ses doutes, c'est sa mère, après tout, mais il veut la maison sans une vieille qui traîne. Et surtout, il veut l'argent. N'as-tu pas dit qu'il reste encore de l'argent sur les comptes qu'elle n'a pas mis dans la maison? Vincent hocha la tête. Environ 150 000 €, plus la pension mensuelle de René et l'assurance. Pas une fortune, mais assez pour payer les Jardins de l'Aube pour plusieurs années. Et il restera assez pour des améliorations à la maison et peut-être une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Mon argent, que j'avais économisé toute ma vie. L'argent que René avait gagné servirait à une nouvelle voiture pour Isabelle, pendant que je croupirais à les Jardins de l'Aube. Je sentis une colère bouillir en moi, pas juste du ressentiment ou de la déception, une rage pure, non diluée. Comment osait-il? Comment mon propre fils pouvait-il participer à cela? Leur conversation fut interrompue lorsque Clémentine entra dans la cuisine, cherchant visiblement quelque chose dans le réfrigérateur. Isabelle et Vincent s'écartèrent immédiatement, adoptant des poses décontractées. « Clémentine, ma chérie, que fais-tu » demanda Isabelle, avec un étrange sourire. « Je cherche un soda » marmonna la jeune fille, sans les regarder. « Il y a des boissons dans le salon » dit Isabelle, d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Il n'y a que du vin, et cette eau minérale est infecte » répondit Clémentine. « Ah, Clémentine, on ne lui en donne pas » interrompit Vincent, avec une douceur soudaine. « Les fêtes ne sont-elles pas faites pour que chacun aille ce qu'il veut ?» Il fit un clin d'œil à la jeune fille, et je remarquai que Clémentine tressaillit légèrement
avant de prendre une canette, des coca, et de sortir précipitamment de la cuisine. Cette brève interaction me donna une nouvelle vague d'inquiétude. Il y avait quelque chose de déplaisant dans la façon dont Vincent regardait ma petite fille. Quelque chose de prédateur. Je repassai à la caméra du salon où François parlait maintenant à un collègue, un homme corpulent, en chemise à carreaux, dont je ne me souvenais pas du nom. « Et ta mère » demanda le collègue. « Vit-elle toujours avec vous » François soupira, sirotant son verre. « Pour l'instant, oui, mais nous pensons à une maison de retraite. Elle serait mieux là-bas, avec des soins professionnels et des gens de son âge. » Est-elle d'accord avec ça? Pas vraiment, grimaça François. Mais franchement, elle n'a pas beaucoup de choix. Son argent est principalement investi dans cette maison et elle n'est pas à son nom, légalement. C'est notre propriété. Isabelle a déjà trouvé un bel endroit avec un jardin. Et Tucci, ça n'a pas l'air bon marché, dit le collègue. Oui, mais maman a une pension et quelques économies, et comme Isabelle l'a dit, elle a assez fait pour nous. C'est à notre tour de décider ce qui est mieux pour elle. Je n'en croyais pas mes oreilles. À notre tour, après tout ce que j'avais donné, après avoir vendu la maison où j'avais vécu la plupart de ma vie, où chaque recoin me rappelait René, après leur avoir donné presque tout l'argent de la vente, ne me laissant qu'une petite somme pour les jours difficiles. L'indignation m'envahit, mais je ressentais aussi de la peur. S'il décidait de me déclarer inapte, comme Isabelle l'avait laissé entendre, je n'aurais aucun droit légal. Il pourrait gérer mon argent, décider où je vivais, ce que je mangeais quand je dormais. Je repassais à la caméra de la cuisine, où Isabelle parlait maintenant à une amie du salon, une grande blonde, avec une quantité excessive de bijoux. Donc, si tout se passe comme prévu, nous aurons la maison, rien que pour nous, d'ici la fin de l'été. Dites Isabelle, je peux enfin transformer cette horrible chambre près de la cuisine, en un espace spa, dont j'ai toujours rêvé. Marguerite serait vraiment d'accord pour une maison de retraite, demanda la blonde, en roulant une mèche de cheveux autour de son doigt, qui s'en soucie. Ricana Isabelle, c'est à son âge. Elle devrait être habituée à l'idée que les jeunes prennent les décisions. Sais-tu ce qu'elle a fait la semaine dernière? Laver la blouse en soie de Clémentine à la machine. 6 cents €. Partie en fumée. La blonde étouffa un cri, comme si c'était le pire crime imaginable. Je te l'ai dit, elle n'est plus elle-même, continua Isabelle. La semaine dernière, François l'a trouvée dans la cuisine, à 3 heures du matin, soi-disant pour chercher de l'eau. Mais je suis sûre qu'elle essayait de mettre le feu à la maison. C'était un mensonge éhonté. J'étais bien descendue dans la cuisine. La nuit, car j'avais soif, mais François n'avait même pas quitté sa chambre. J'aurais entendu ses pas dans l'escalier. Ça semble dangereux, dit la blonde. Et si leur conversation fut interrompue lorsque Vincent entra dans la cuisine, la blonde trouva immédiatement une excuse pour partir, les laissant seuls. Ton mari devient un problème, dit Vincent, sans préambule. Je viens de lui parler de les jardins de l'Aube, et il commence à avoir des doutes, quelque chose à propos de sa mère, méritant un meilleur endroit. Isabelle leva les yeux au ciel. Il est toujours comme ça. D'abord il est d'accord, puis il hésite. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Il n'y a pas beaucoup de temps, rappela Vincent. Plus elle reste ici, plus grand est le risque qu'elle se doute de quelque chose, surtout avec les transactions. Quelles transactions?
Je me méfiais, bien qu'il ne puisse pas m'entendre. Elle ne se doutera de rien, dit Isabelle. La vieille sait à peine utiliser un téléphone. Elle ne sait même pas vérifier son solde. En ligne. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je savais utiliser la banque en ligne, mais je préférais les méthodes traditionnelles, appeler la banque ou me rendre à l'agence, mais maintenant, enfermée dans le sous-sol, j'étais reconnaissante qu'Isabelle sous-estime mes compétences techniques. Et la procuration demande à Vincent. L'a-t-elle signée? Pas encore, répondit Isabelle. Mais François a promis de s'en occuper. La semaine prochaine, il a dit qu'il lui demanderait de mettre à jour sa procuration médicale à cause des récents changements dans son assurance. Elle signe toujours tout ce qu'il lui présente. Je serrai les dents. Oui, je faisais confiance à mon fils pour gérer mes finances. Je signais les documents qu'il m'apportait, lissant rarement les petites lignes. Mais maintenant, je savais que je ne pouvais faire confiance, ni à lui, ni à personne, dans cette maison. Et si elle refuse, demanda encore Vincent. Alors, retour au plan, avec son étourderie et son comportement dangereux, dit Isabelle, baissant la voix. Personne ne croira. Une vieille femme qui oublie régulièrement d'éteindre le gaz ou essaye de sortir. En chemise de nuit, ça pourrait prendre du temps. En haletant, l'argent ne va nulle part, pour l'instant, sourit Isabelle, posant sa main sur l'épaule de Vincent. Tu t'en es occupé, n'est-ce pas, toujours sous ton contrôle? Vincent hocha la tête, mais une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux. Bien sûr, mais je n'aime pas attendre, quand tout pourrait être à nous, maintenant. À nous, pas à vous, mais à nous. Que voulait-il dire? Vincent avait-il un droit sur mon argent aussi, et que signifiait sous son contrôle mes économies? Ne devraient-elles pas être sur mes comptes personnels? Je passai à la caméra du salon où François parlait maintenant à Vincent. Mon fils semblait légèrement éméché, ses cheveux, habituellement bien coiffés et bourriffés. Écoute, Vincent, je pense qu'on devrait trouver un meilleur endroit que les jardins de l'Aube, dit-il, agitant son verre. Maman mérite mieux. Elle a toujours pris soin de moi. Elle nous a donné presque tout l'argent de la vente de la maison. Vincent posa sa main sur l'épaule de mon fils, dans un geste apaisant. Bien sûr, mon ami, bien sûr, mais tu réalises que les meilleurs endroits coûtent plus cher, beaucoup plus cher, et la situation financière de ta mère, comme nous l'avons discuté, ne permet pas de telles dépenses. Mais les 150 000 € qui restent, interrompit François, ça s'épuisera vite, surtout si on choisit un endroit avec un meilleur service, 2 ou 3 ans. Et ensuite quoi? Tu devras payer de ta poche et tu as une famille, une fille qui va bientôt entrer à l'université. François fronça les sourcils, luttant visiblement avec des sentiments contradictoires. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Elle le sera, assura Vincent, avec une fausse sincérité dans la voix. Les jardins de l'Aube est un endroit parfait. Il y a un jardin, des activités hebdomadaires, des infirmiers, 24 heures sur 24. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour elle, dans ces circonstances. Mon fils hocha la tête, sa résistance, visiblement, s'effritant, je voulais crier, le secoua, lui faire voir qu'il était manipulé, que ce conseiller financier est sa propre femme, le manipuler pour atteindre mon argent. Mais tout ce que je pouvais faire était de regarder, impuissante, à travers l'écran de mon téléphone, enfermée dans le sous-sol. De ma propre maison, je repassai à la caméra
de la cuisine, où Isabelle et Vincent étaient à nouveau seuls. Il hésite, dit Vincent. Mais je pense que je l'ai convaincu, je lui ai rappelé l'argent pour l'université de Clémentine. Bien joué, sourit Isabelle, se rapprochant. Je savais toujours que je pouvais compter sur toi. Sur quoi d'autre? Peux-tu compter? Demanda Vincent, avec un sourire entendu, et je détournai les yeux de l'écran, ne voulant pas voir ce qui suivrait. Mon cœur battait, de peur et de rage. Il prévoyait de tout me prendre, mon argent, ma liberté, ma famille, et d'utiliser mon propre fils pour le faire, manipulant sa culpabilité et son ambition financière. Mais maintenant, je savais, et le savoir, c'est le pouvoir, comme aimait dire René. Je n'allais pas abandonner, sans me battre. Je n'allais pas les laisser m'envoyer à les jardins de l'Aube et m'oublier. Pendant qu'ils profitaient de mon argent, je rouvris résolument l'application bancaire sur mon téléphone. Il était temps de découvrir exactement ce que Vincent voulait dire par transfert et mon argent sous son contrôle. En ouvrant l'application, je fixai l'écran, essayant de me souvenir du mot de passe. Ces derniers mois, François avait insisté pour gérer toutes les affaires financières. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Maman, je m'en occupe. Et comme une bonne mère, je lui faisais confiance, une vieille femme naïve et stupide. J'essayais plusieurs combinaisons avant de me souvenir du bon mot de passe, l'anniversaire de René et les 3 premiers chiffres de notre ancien téléphone fixe. Quand l'application s'ouvrit enfin, je poussai un cri de surprise. Le solde de mon compte principal n'était que de 2384 €. Qu'était-il arrivé aux 150 000 € dont parlait Vincent et Isabelle? Je parcourus l'historique des transactions des 6 derniers mois, des rentrées régulières, de la pension de René et ma petite pension d'enseignante du primaire, des déductions régulières pour les factures, l'assurance, les médicaments, mais je trouvais aussi une série de transferts vers un compte nommé fonds d'investissement marchand. Chaque transfert était entre 3 000 et 5 000 € et se produisait environ une fois par mois. Je n'avais jamais autorisé ces transferts, je n'avais jamais signé de document pour créer un quelconque fonds d'investissement marchand. C'était ce que Vincent devait vouloir dire quand il parlait de l'argent sous son contrôle. Avec des doigts tremblants, j'ouvris ma boîte mail. Elle était en désordre, des dizaines de courriels non lus, la plupart des publicités, ou du spam. Mais parmi eux, je trouvais des rapports mensuels du fonds d'investissement marchand. J'ouvris le dernier, daté du mois dernier. Le rapport était rempli de termes financiers et de graphiques qui me disaient peu, mais quelque chose, à la fin, attira mon attention. Une copie de mon autorisation signée pour les transferts de fonds, sauf que ce n'était pas ma signature. Quelqu'un l'avait falsifiée et assez maladroitement. Les lettres étaient anguleuses et raides, alors que ma signature avait toujours été ronde et fluide. Héritage de mes années à enseigner la calligraphie aux élèves de CE2, furieusement, je fouillais davantage dans mes courriels et trouvai plusieurs autres rapports similaires, chacun avec une signature falsifiée. Puis je tombai sur une correspondance entre Vincent et mon fils. Les courriels étaient marqués comme transférés. Apparemment, François avait utilisé mon adresse pour communiquer avec Vincent au sujet de mes finances. Dans l'un des courriels, Vincent écrivait « François, suite à notre conversation, j'ai transféré 4 000 € du fonds de retraite de votre mère au fonds d'investissement. Comme d'habitude, 10% resteront sur votre compte personnel comme frais de gestion. Le reste sera investi
dans nos actifs habituels. Le formulaire joint devra être signé et renvoyé pour la documentation chez 400 €. Mon fils recevait 400 € par mois. Pour laisser Vincent piler mes économies, je me sentis nauséeuse. Je posai le téléphone et inspirai profondément, essayant de gérer la vague de nausées et de vertige. Quand je me calmais un peu, je retournai au courriel et découvris que les magouilles financières n'étaient que la partie émergée de l'iceberg de la trahison. Dans mon dossier de spam, je trouvai une série de courriels marqués comme indésirables, mais envoyés depuis une adresse qui fit se serrer mon cœur. Aurélia, Benoît Normandie. Fort. L'adresse et email. De ma fille, Aurélie. Je n'avais ni vu ni parlé à l'Aurélie depuis presque 7 ans. Notre dernière rencontre s'était terminée par une terrible dispute, après laquelle elle était partie, claquant la porte et jurant de ne plus jamais franchir mon seuil. La raison était son mariage avec Benoît, un homme que je considérais totalement inapproprié pour ma fille éduquée et ambitieuse. Il était musicien, perpétuellement fauché, avec des relations douteuses et un passé encore plus douteux. Du moins, c'est ainsi que François, qui l'avait rencontré plusieurs fois, me l'avait décrit. Il profite d'elle. « Maman, » m'avait dit mon fils, Aurélie paie toutes les factures, pendant qu'il se cherche, et part en tournée, avec son groupe minable. Elle mérite mieux. Et je l'avais cru. Lors de notre dernière rencontre, j'avais dit à Aurélie tout ce que je pensais de ses choix. Je lui avais dit qu'elle répétait les erreurs de sa tante Marianne, qui s'était engagée avec le même genre de fainéant et avait fini par élever 3 enfants seuls, peinant à joindre les 2 bouts. Aurélie avait répondu en m'accusant de ne jamais la laisser faire ses propres choix, de toujours contrôler sa vie et de ne jamais m'intéresser à ce qui était important. Pour elle, tu ne t'es même pas donné la peine de connaître Benoît, cria-t-elle. Tu le juges sur les mots de François, qui a toujours été jaloux de moi et a tout fait pour te monter contre moi. J'avais balayé ces paroles comme une simple dramatisation. François avait toujours été le plus raisonnable de mes enfants, le plus pratique. S'il disait que Benoît était un problème, alors il l'était. Après le départ d'Aurélie, j'avais essayé de la contacter plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Au téléphone, après quelques mois, je lui avais envoyé un courriel d'excuses, sans réponse. Peu à peu, je m'étais résignée à l'idée que j'avais perdu ma fille, pour toujours. Mais maintenant, en regardant la longue liste de courriels dans mon dossier spam, je réalisais qu'Aurélie avait essayé de me contacter tout ce temps. J'ouvris le premier courriel, daté d'il y a presque 6 ans et demi, juste quelques mois après notre dispute. Chère maman, j'ai longtemps réfléchi avant de t'écrire. L'orgueil me disait de me taire, mais mon cœur ne me le permet pas. Tu me manques, malgré toutes nos différences. Tu es ma mère, et je t'aime. Je sais que tu t'inquiètes pour mon avenir avec Benoît. Je sais que François t'a dit des choses peu flatteuses à son sujet. Mais maman, tu dois savoir que ton fils n'a jamais pris la peine de vraiment connaître mon mari. Benoît n'est pas l'homme que François décrit. C'est un musicien, oui, mais pas un vagabond sans le sou. Il enseigne la musique à l'école des arts de Rouen. Il a un contrat permanent et une assurance santé. Et son groupe minable est en réalité assez populaire dans son genre. Il joue régulièrement dans des festivals et ont sorti 2 albums. Je ne te demande pas de l'aimer tout de suite. Donne-lui juste une chance. Viens dîner. Apprends à le connaître, toi-même, sans les préjugés que François t'a mis dans la tête. Pour l'argent, je ne soutiens pas Benoît, comme l'a prétendu mon frère. Nous travaillons tous les 2
et contribuons équitablement au budget familial. En fait, Benoît a gagné plus que moi l'année dernière, grâce aux droits d'auteur d'une musique utilisée dans une publicité. S'il te plaît, maman, essayons de réparer les choses. La vie est trop courte pour de si longues rancunes. Avec amour. Aurélie. Des larmes coulèrent sur mes joues en finissant la lettre. Tout ce temps, je croyais que ma fille avait coupé les ponts avec moi, alors qu'elle me tendait une branche d'olivier que je ne pouvais pas voir. J'ouvris le courriel suivant, daté d'1 mois plus tard. Maman, je ne sais pas si tu as reçu mon précédent courriel. J'ai appelé plusieurs fois, mais Isabelle dit toujours que tu es occupée ou en vacances. Peut-être es-tu encore fâchée contre moi, et c'est ton droit, mais je veux que tu saches que quand tu seras prête à parler, je serai là. Benoît dit bonjour. Il ne t'en a jamais voulu. Pour ce qui s'est passé, il dit qu'il comprend ton inquiétude. Avec amour. Aurélie. Isabelle. Bien sûr, intercepter les appels d'Aurélie disant que j'étais occupée ou en repos. Elle devait avoir configuré des filtres dans mes courriels pour que ceux de ma fille aillent directement dans le spam, et faisait tout cela pendant que je pleurais. La perte de contact avec mon propre enfant, je continuais à lire les courriels, chacun un coup au cœur. Aurélie écrivait sur sa vie, sur son travail. Sur Benoît, elle écrivait combien je lui manquais, combien elle voulait que je fasse partie de sa vie. Dans une de ses lettres, datée d'il y a environ 4 ans, elle mentionnait qu'elle et Benoît attendaient un bébé, mon petit-fils ou ma petite-fille, dont je ne savais même pas l'existence. L'échographie a montré que ce serait un garçon. Nous avons décidé de l'appeler René. En hommage à papa, j'aimerais tant que tu sois là, pour moi, en ce moment. Maman, Benoît dit qu'il n'est pas trop tard pour réparer les choses. S'il te plaît, appelle-moi. Oh garçon, j'ai un petit fils nommé René, que je n'ai jamais rencontré, un enfant nommé d'après mon défunt mari, grandissant sans connaître sa grand-mère. Cette pensée me coupa le souffle. Le dernier courriel, daté d'il y a 3 mois. Chère maman, aujourd'hui, le petit René a eu 4 danses. C'est un garçon si intelligent et curieux. Il a tes yeux, maman, aussi bleus et perçants, et ton sourire. Je lui montre des photos et lui parle de toi. Il sait qu'il a une grand-mère Marguerite, qui vit à Fécamp. Parfois, il demande quand nous irons te voir. Je ne sais pas quoi répondre. Je réalise que tu ne lis probablement pas ces lettres. Peut-être as-tu changé ton adresse e-mail il y a longtemps, ou tu les supprimes sans les ouvrir, mais je continue d'écrire parce que je ne supporte pas l'idée que tout soit fini entre nous. Depuis la mort de papa, je pense souvent à la rapidité du temps qui passe. Nous ne pouvons pas rattraper les dernières années, maman, mais nous pouvons décider de ne plus en perdre. Je travaille comme inspectrice pour les services sociaux du comté, spécialisée dans les cas de personnes âgées. Chaque jour, je vois combien les liens familiaux sont importants, surtout pour les aînés, et chaque jour, je pense à toi. Comment vas-tu? Es-tu en bonne santé? Es-tu heureuse? François répond rarement à mes questions sur toi. Il dit que tu vas bien, mais que tu ne veux pas me parler. Peut-être est-ce que vrai, peut-être que la rancune est trop profonde. Mais si tu changes d'avis, sache ceci, ma porte est toujours ouverte pour toi. Avec amour, Aurélie. Puis, je joins notre nouvelle adresse et numéro de téléphone. Nous avons déménagé dans une maison plus grande. L'année dernière, je notais le numéro avec une main tremblante. Ma fille, ma Aurélie, avait essayé de me contacter toutes ces années et je pensais qu'elle ne voulait plus
mais voir. Nous avions perdu tant de temps, à cause des mensonges, des manipulations d'Isabelle et de François, et Aurélie travaille pour les services sociaux spécialisés dans les cas de personnes âgées. L'ironie amère, ma propre fille, protège les aînés chaque jour, des gens comme Isabelle et Vincent, pendant que sa propre mère était victime du même genre de stratagème. Je retournai à l'application bancaire pour comprendre l'ampleur des magouilles financières, en plus des transferts réguliers vers le fonds d'investissement marchand. Je trouvai d'autres transactions suspectes, par exemple des paiements mensuels de 8 cents € à une certaine entreprise, IMV Conseil. L'acronyme signifiait probablement Isabelle Vincent Conseil, une société écran, créée pour retirer de l'argent de mes comptes en creusant davantage. Je trouvais des chèques émis pour divers montants et encaissés par François. Selon les commentaires des transactions, l'argent était pour des médicaments, de la nourriture spéciale et des soins médicaux. Pour moi, des médicaments que je n'avais jamais pris, des repas que je n'avais jamais vus, des soins que je n'avais jamais reçus. Plus j'examinais mes relevés financiers, plus le tableau devenait clair. Au cours des 3 dernières années, depuis la mort de René, plus de 120 000 € avaient été siphonnés de mes comptes. L'argent s'écoulait lentement, mais sûrement, comme de l'eau, à travers de petites fissures, dans un barrage. Et s'il n'y avait pas eu ces hasards, le fait qu'Isabelle m'ait enfermé dans le sous-sol avec mon téléphone, le jour de mon anniversaire, je n'aurais peut-être jamais appris la vérité. Soudain, tout le puzzle s'assembla. Les objets disparus, les courriels interceptés, les magouilles financières, les plans pour m'envoyer dans une maison de retraite. Tout faisait partie d'un grand plan pour se débarrasser de moi et détourner mon argent. Mais un aspect me perplexait encore. Pourquoi François était-il impliqué dans cela? Oui, il recevait sa part des transferts, mais les montants étaient relativement faibles. Mon fils m'aurait-il vraiment trahi pour quelques centaines d'euros par mois? La réponse vint lorsque j'ouvris un courriel de Vincent à François, caché dans mon dossier brouillon. François, je voulais clarifier les détails de notre plan après le transfert de votre mère à les jardins de l'Aube, comme nous l'avons discuté. Une fois sa tutelle finalisée, nous pourrons vendre la maison. J'estime que, avec le marché immobilier actuel à Fécamp, vous pourriez obtenir environ 800 000 € après avoir remboursé le reste de l'hypothèque, environ 250 000 €, et mise de côté des fonds pour le séjour de votre mère dans une maison de retraite pour les 5 prochaines années, environ 150 000 €. Il vous restera environ 400 000 €. Des profits nets. Selon notre accord, 20% de ce montant, 80 000 €, me reviendront comme commission pour l'organisation du processus et la gestion des investissements. Les 320 000 € restants seront entièrement à votre disposition. Bien sûr, tout cela doit apparaître comme un souci du bien-être de votre mère. Nous rédigerons les documents pour que tout semble parfaitement légal. J'attends votre confirmation. Vincent. Et que, voilà, ce n'était pas les petits vols sur les comptes qui étaient l'objectif principal, ils n'étaient qu'un prélude. La vraie cible était la maison, ma maison, achetée avec l'argent de la vente de la maison, où René et moi avions vécu la plupart de nos vies, une maison qui valait maintenant presque le double de ce qu'elle valait il y a 3 ans, grâce à la hausse du marché immobilier, à Fécamp, 320 000 €. C'était le prix pour lequel mon fils m'avait vendu, c'était la valeur de ma liberté, de ma dignité, du reste de ma vie. Je posai le téléphone et fermai les yeux.
sentant des vagues de colère, de douleur et de trahison déferler l'une après l'autre. Comment pouvait-il, comment mon propre fils, l'enfant que j'avais porté, celui à qui je lisais des histoires au coucher, dont j'embrassais les genoux écorchés, pouvait-il me faire ça? Mais la colère fut rapidement remplacée par de la détermination. Je n'allais pas les laisser gagner. Je n'allais pas me laisser transformer en victime impuissante. J'avais des preuves de leur machination. J'avais le téléphone et j'avais une fille qui travaillait pour les services sociaux, spécialisée dans des cas comme le mien. Je repris le téléphone et trouvai le numéro d'Aurélie, celui qu'elle avait laissé dans son dernier courriel. Mes doigts tremblaient en composant les chiffres. Que lui dirais-je après tant d'années de silence? Me croirait-elle? Ne penserait-elle pas que j'étais juste une vieille femme sénile, inventant des conspirations, mais je n'avais pas le choix, je devais prendre le risque. Prenant une profonde inspiration, j'appuyai sur le bouton d'appel et portai le téléphone. À mon oreille, une sonnerie. 2, 3. Peut-être avait-elle changé de numéro, peut-être était-elle au travail ou avec sa famille. À la 5e sonnerie, juste quand j'étais prête à entendre la messagerie, il y eut un clic et puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 7 longues années. « Tao, allô » dit Aurélie, d'un ton las, ne reconnaissant pas le numéro. « Fashion, Aurélie » ma voix tremblait. « C'est maman » Une silence profond, à l'autre bout de la ligne, si profonde, que je pensai un instant que la connexion avait été coupée, puis j'entendis un soupir saccadé. « Maman » Sa voix était un mélange d'incrédulité, d'espoir et de peur. « Est-ce vraiment toi ?»« Oui, ma chérie, dis-je, incapable de retenir mes larmes. C'est moi, et j'ai besoin de ton aide. » Aurélie écouta, en silence, n'émettant que des exclamations d'indignation ou posant de courtes questions, tandis que je lui racontais tout, comment j'étais devenue, lentement, une prisonnière dans ma propre maison, les objets disparus, les caméras que j'avais installées, le fait d'être enfermée dans le sous-sol. Le jour de mon anniversaire, les conversations entendues entre Isabelle et Vincent, les fraudes financières, les plans pour m'envoyer dans une maison de retraite et vendre la maison. Quand j'eus fini, il y eut une pause. « Maman, » dit-elle enfin, d'une voix ferme et professionnelle, « ce que tu décris est un cas classique d'abus financier sur une personne âgée, et puis il y a l'abus psychologique. Et la séquestration, c'est un crime, et nous pouvons les tenir responsables. Me crois-tu » Démandaille, craignant encore qu'elle pense que j'étais paranoïaque. « Bien sûr que je te crois, » répondit Aurélie, sans hésiter. « Dans mon travail, je vois des cas comme celui-ci, presque chaque semaine. Malheureusement, ce sont souvent les proches qui deviennent abuseurs, et ce que tu décris est trop détaillé et cohérent pour être inventé. Et puis, » sa voix s'adoucit, « j'ai toujours su, au fond de moi, que tu n'aurais pas cessé de communiquer avec moi. De ton plein gré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. » Des larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Ma fille me croyait, ma fille était de mon côté. Que faisons-nous? Démandaillai, essuyant mes larmes avec ma manche. D'abord, nous devons tout documenter, dit Aurélie, fermement. Tu as dit que tu avais accès aux caméras. Continue d'enregistrer tout ce qui se passe, surtout si Isabelle et Vincent discutent à nouveau de leur plan. J'ai hochai la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. D'accord. Quoi d'autre? Peux-tu me transférer ces courriels de Vincent et les relevés bancaires
Je veux des copies de toutes les preuves, au cas où il découvrirait que tu sais quelque chose, et essayerait de supprimer les informations de ton téléphone. Je ne suis pas sûre de savoir comment faire. Admis-je? Ah, ce n'est pas grave, dit Aurélie. Je t'expliquerai étape par étape. Massa. Pendant les 10 minutes suivantes, elle me guida patiemment pour transférer les courriels et les captures d'écran des relevés bancaires à son adresse. Quand ce fut fini, elle continua. Maintenant, je dois appeler la police. Ce qu'ils ont fait est une séquestration illégale. C'est une infraction grave. Mais avant cela, dis-moi, es-tu en sécurité? Maintenant, ils ne peuvent pas descendre au sous-sol, soudainement. J'ai regardé la lourde porte. En bois, la porte est verrouillée. De l'extérieur, Isabelle a dit qu'elle me laisserait sortir quand les invités seraient partis, mais la fête bat son plein, donc il est peu probable que quelqu'un descende de sitôt. D'accord, soupira-t-elle. Écoute attentivement. Maman, je vais appeler la police de Fécamp tout de suite. Je vais expliquer la situation et leur demander de venir chez toi. Ensuite, je contacterai un avocat spécialisé dans les cas de protection des aînés. Nous travaillons avec lui aux services sociaux. Il pourra rapidement déposer une ordonnance de restriction temporaire interdisant à François, Isabelle et Vincent de gérer tes finances. Mais la police, commençai-je, soudain effrayé. Et s'ils convainquent François et Isabelle que je suis juste une vieille femme sénile, que tout cela n'était que mon imagination. Tu as des preuves, maman, me rappela Aurélie, des caméras, des enregistrements de conversation, des signatures falsifiées, des transferts illégaux. Et puis, sa voix se durcit. Je suis inspectrice des services sociaux. Ils m'écouteront. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Et ensuite, après l'arrivée de la police, Tom, tu viendras avec moi, dit Aurélie, sans hésiter. Nous avons une chambre d'amis, prête pour toi. En fait, elle l'a toujours été. Au cas où tu déciderais de nous rendre visite. Sa voix s'adoucit, et je ressentis une pointe de culpabilité pour toutes les années, perdues à cause des mensonges et des manipulations. Aurélie, commençai-je, mais elle m'interrompit. Pas maintenant, maman, nous aurons tout le temps de parler plus tard. Pour l'instant, l'important est de te sortir de là et de te garder en sécurité. Elle marqua une pause. Une dernière chose, il y a un petit garçon qui veut vraiment te rencontrer. René, murmurai-je, mon petit-fils. Oui. Un sourire perça dans la voix d'Aurélie. C'est le petit René. Il sait tout de toi. Je lui ai montré des photos, raconté des histoires. Il demande de toi, presque tous les jours. Tiens, de nouvelles larmes coulèrent dans mes yeux. Un petit-fils que je n'avais jamais vu. Un petit-fils nommé, d'après mon défunt mari, un petit-fils qui savait qui j'étais. Grâce à une fille qui n'avait pas abandonné l'espoir de renouer avec moi, malgré des années de silence. J'ai hâte de le rencontrer, dis-je, gérant à peine mes émotions. Et lui aussi, répondit Aurélie. Maintenant, revenons au plan. Je vais appeler la police, puis l'avocat. Ensuite, je conduirai jusqu'à chez toi. Ça prend environ 1 heure, de Rouen à Fécamp. Pendant que je suis en route, continue de collecter des preuves, via les caméras. Et si quelque chose change, si Isabelle ou quelqu'un d'autre descendent au sous-sol, appelle-moi immédiatement. D'accord, acquiesçai-je. Mais Aurélie, sois prudente. Je ne sais pas comment ils réagiront quand la police arrivera à la porte. Ne t'inquiète pas. Pour nous, maman, inquiète-toi pour toi.
garde le téléphone et continue de collecter des preuves. Je t'appellerai dès que j'aurai fini avec la police. Et l'avocat, ça, nous nous dîmes au revoir. Et je me sentis étrangement calme. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule. J'avais une fille qui me croyait et était prête à se battre pour moi. J'avais un plan. Je retournai à l'application des caméras pour continuer à surveiller ce qui se passait dans la maison. La fête battait son plein. La musique hurlait. Les invités riaient et parlaient. Isabelle circulait parmi eux, avec un verre de vin, rayonnantait dans sa robe rouge, comme si elle était la star de la soirée. François était dans un coin, discutant avec Vincent. Son visage semblait tendu. J'augmentais le son de la caméra du salon, essayant de distinguer leur conversation à travers la musique et le brouhaha des voix. Je ne suis pas sûr que les jardins de l'Aube soient la meilleure option, dit François. J'ai vérifié les avis en ligne et il y a beaucoup de plaintes sur le personnel et les conditions. Vincent posa sa main sur l'épaule de mon fils. François, mon ami, tu te fais trop de soucis. Les jardins de l'Aube est le parfait équilibre entre prix et qualité. Oui, il y a des endroits meilleurs, mais ils coûtent 2 ou 3 fois plus cher, et vu combien nous avons déjà investi de l'argent de ta mère. Il faut être pratique. Ça... François fronça les sourcils. Je sais, mais c'est ma mère. Elle mérite mieux. Bien sûr qu'elle mérite mieux, acquiesça Vincent, avec une fausse sincérité dans la voix. Ah, et elle aura le meilleur, dans un budget raisonnable. D'ailleurs, une fois la maison vendue, tu pourras la transférer dans un établissement plus cher, si tu veux. Est ce document qu'elle doit signer, demanda François, baissant la voix. Es-tu sûr que c'est légal? Vincent sourit. Techniquement, oui, c'est un formulaire standard, de procuration. Juste avec des pouvoirs élargis, il te donne l'autorité de prendre toutes les décisions, financières et médicales, au nom de ta mère, complètement légales, à condition qu'elle signe, volontairement et en pleine possession de ses moyens. Si elle refuse, eh bien, il faudra passer par la voie judiciaire, avec des rapports médicaux prouvant qu'elle est inapte. Mais ça pourrait prendre des mois, c'est beaucoup plus simple si elle signe. Ils s'éloignèrent, leurs voix nouillées dans le bruit. Je repassai à la caméra de la cuisine, où Isabelle parlait maintenant, à la blonde que j'avais vue plus tôt. Donc, si tout se passe comme prévu, nous aurons la maison, rien que pour nous, d'ici la fin de l'été, dit Isabelle, remplissant des verres de vin. J'ai déjà choisi un designer pour la rénovation. Je veux refaire complètement le rez-de-chaussée, abattre le mur entre la cuisine et la salle à manger pour un espace ouvert et la chambre de la belle-mère, demanda la blonde. Oh, ce sera mon espace spa personnel, sourit Isabelle. Jacuzzi, sauna, table de massage. J'ai toujours rêvé d'un tel endroit. François est-il vraiment d'accord pour mettre sa mère dans une maison de retraite? La blonde semblait un peu inquiète. C'est un faible, ricana Isabelle. Bien sûr, il a ses moments d'amour filial, mais à la fin, il fait toujours ce que je dis, surtout quand il s'agit d'argent. Et puis, elle baissa la voix. Je lui ai rappelé que si nous vendons la maison, nous pourrons enfin acheter ce bateau dont il rêve depuis 5 ans. Les hommes sont si prévisibles. La blonde rit, mais son rire était teinté de malaise. Tout de même, enfermer ta belle-mère dans le sous-sol, n'était-ce pas un peu trop? Isabelle haussa les épaules. Oh, voyons, elle était parfaitement en sécurité.
là-dedans. C'était la seule façon d'avoir une vraie fête sans ces histoires interminables. Et ces pleurnicheries, tu te souviens? La dernière fois, elle a passé 2 heures à raconter à tout le monde comment elle a rencontré son mari morte. J'ai failli mourir d'ennui. Elles partirent et je restai, bouillante de colère. L'histoire de ma rencontre avec René était un de mes souvenirs les plus chers, la façon dont nous nous sommes rencontrés lors d'un bal au parc d'attractions en 1976, la manière dont il m'a invité sur le manège, comment nous avons parlé jusqu'à l'aube, assis sur un banc, près du lac, pour Isabelle. C'était juste une histoire de vieille femme ennuyeuse. Pour moi, c'était un trésor que je gardais dans mon cœur. Mon téléphone vibra. Un message d'Aurélie. La police est en route. Je suis à 10 minutes. Tiens bon. Maman, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Bientôt, tout cela serait fini. Bientôt, justice serait rendue. Soudain, la porte du sous-sol s'ouvrit à nouveau, et je vis Clémentine descendre les escaliers, en pyjama, avec sa veste, dans les mains. « Grand-mère, murmura-t-elle, ils sont tous dans le salon à boire. Maintenant serait un bon moment. » J'hésitais. Le plan d'Aurélie était que je reste dans le sous-sol, jusqu'à l'arrivée de la police. Mais d'un autre côté, ne serait-il pas mieux de faire face aux accusations en personne, de voir leur visage quand ils réaliseraient que leur plan avait été découvert? Aurélie a dit que la police serait bientôt là, dis-je. Peut-être devrions-nous attendre. Et s'ils ne nous croient pas, objecta Clémentine. Et si maman et papa les convainquent que tu as juste oublié, que tu es descendue dans le sous-sol, toute seule, ou que tu... Elle hésita. Oh, n'es pas toi-même. Il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Isabelle était une manipulatrice, hors pair. Elle pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi, même avec des preuves sur mon téléphone. La police pourrait décider que c'était une affaire familiale, ne nécessitant pas leur intervention. « Tu as raison, dis-je fermement. Il était temps d'y mettre fin. » Clémentine m'aida à monter les escaliers, me soutenant sous le bras. Mon cœur battait d'un mélange de peur et de détermination. Je ne savais pas comment il réagirait, mais je savais que je ne resterais plus silencieuse. Nous sortîmes dans la cuisine et nous arrêtâmes un instant, écoutant les voix du salon. Ils discutaient encore de la fête, Isabelle se vantant de l'impression qu'avait faite sa nouvelle tenue sur la femme du patron, de François. « Prête !» murmura Clémentine. Je hochai la tête, redressai les épaules et sortis de la cuisine dans le salon, la tête haute. Clémentine me suivit, son visage, un mélange de peur et de détermination. Pendant 1 seconde, un silence complet envahit la pièce. Isabelle se figea, son verre à mi-chemin. De ses lèvres, les yeux écarquillés. De choc, François se redressa brusquement sur le canapé, son visage pâle. Vincent tressaillit légèrement, mais retrouva vite son sang-froid. « Ah, maman !» François fut le premier à briser le silence, sa voix tremblante. « Que fais-tu ? Je pensais que tu étais dans le sous-sol. »« J'y étais, » répondis-je calmement. « Ta femme m'y a enfermé. Il y a plus de 3 heures. Le jour de mon anniversaire, François... » Isabelle se ressaisit rapidement. « Marguerite, ne soyez pas absurde. Personne ne vous a enfermé. Vous avez dû vous enfermer, vous-même. Et puis l'oublier. » Elle se tourna vers Clémentine, les yeux plissés. « Que fais-tu ? Je t'ai dit d'aller te coucher. » Je ne pouvais pas laisser ma grand-mère dans le sous-sol, répondit Clémentine, et il y avait une dureté dans sa voix qui n'était pas la sienne.
Ce que tu as fait était affreux. Maman? Ya. Et c'est Clémentine, s'exclama Isabelle, son visage tordu, de colère. Va dans ta chambre, tout de suite. Non, dit Clémentine, croisant les bras sur sa poitrine. Je reste avec grand-mère. Isabelle se leva, ses yeux lançants. Des éclairs? Ah, tu ne sais pas. De quoi tu parles? Ta grand-mère est hors d'elle. Elle confond la réalité avec la fiction. Nous ne faisons que plus de mensonges. Isabelle, l'interrompis-je, sortant mon téléphone de ma poche. Le jeu est fini. Que voulez-vous dire? Demanda-t-elle, mais une note de panique perça dans sa voix. Je sais tout, dis-je, sur vos plans, pour m'envoyer à les jardins de l'Aube, sur toi et Vincent, volant l'argent de mes comptes, sur la façon dont vous avez intercepté les lettres d'Aurélie, toutes ces années, surtout. Mirko, le visage d'Isabelle, Polyte. Mais elle se ressaisit rapidement. C'est absurde. François, ta mère est complètement hors de son esprit. Nous devrions sérieusement envisager une aide professionnelle pour elle. François passa son regard de moi à sa femme, ne sachant visiblement pas quoi dire. Isabelle, peut-être devrions-nous. Tais-toi, François, dit Isabelle, sèchement. Tu vois bien qu'elle n'est pas elle-même. Je suis plus que saine. D'esprit, dis-je, ouvrant l'application, des caméras sur mon téléphone. Et j'ai des preuves. J'ai tourné l'écran vers eux, et ils virent les images de la caméra, de la cuisine, montrant Isabelle et Vincent, discutant du meilleur moyen de se débarrasser de moi et de prendre mon argent. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama Isabelle, sa voix montant d'une octave. Vous nous espionniez, vous avez mis des caméras dans notre maison. Ma maison, corrigeai-je, la maison que j'ai achetée avec mon argent. Et oui, j'ai installé des caméras après que mes affaires ont commencé à disparaître. Les boucles d'oreilles, en perles de René, la broche de ma mère, mon journal. Pensiez-vous que je ne remarquerai pas? Oh, Vincent prit enfin la parole, son ton faussement calme. Marguerite, vous méprenez. Nous avons discuté de la possibilité de vous transférer dans un établissement spécialisé, mais uniquement par souci pour votre santé et en ce qui concerne les finances, toutes les transactions étaient parfaitement légales et avec votre consentement. Mon consentement. Rigé amèrement. Vous voulez dire ces signatures falsifiées. Je fis défiler mon téléphone et leur montrai une capture d'écran d'un document avec une signature visiblement falsifiée. Ce n'est pas ma signature, Vincent, et nous le savons tous les deux. Pour la première fois, je vis sa confiance vaciller. Ces documents ont été signés par François en votre nom, avec votre consentement verbal. C'est une pratique courante. Menteur, dis-je calmement. Je n'ai jamais donné un tel consentement, et François le sait. Je me tournai vers mon fils, dont le visage était maintenant plus blanc que de la craie. Dis-moi, François, pensais-tu vraiment que je ne découvrirais pas, que je vous laisserais m'envoyer à les jardins de l'Aube, vendre ma maison et détourner mon argent? François baissa la tête, incapable de croiser mon regard. Je pensais que c'était mieux pour tout le monde. Tu as besoin de surveillance. Et Isabelle et moi, nous ne pouvons pas. Ne mens pas. Maintenant, l'interrompis-je. Tu ne pensais pas à prendre soin de moi. Tu pensais à l'argent, aux 320 000 € que vous prévoyez d'obtenir en vendant la maison, au bateau que tu voulais acheter avec cet argent. Les yeux de Clémentine s'écarquillèrent de choc. Papa, est-ce que vrai? François ne répondit pas. Ses épaules
s'affaissèrent sous le poids de la honte et de la révélation. Isabelle, cependant, n'allait pas abandonner sans se battre. Et tout cela, ce sont des mensonges, dit-elle, bien que sa voix semblait moins assurée. Vous ne pouvez rien prouver de ce que vous dites, et ces soi-disant enregistrements peuvent être falsifiés. Qui croirait une vieille femme sénile contre la parole de 3 adultes respectables? Qui, moi, dit une voix. Depuis la porte d'entrée, nous nous tournâmes tous et vîmes Aurélie, debout dans l'embrasure. À côté d'elle, un policier en uniforme et un homme en costume strict, que je supposais être un avocat, Laurent Fabre. Aurélie, François était visiblement choqué par l'apparition de sa sœur. « Que fais-tu ici ?»« Je sauve notre mère, de vous 3, répondit-elle froidement. Puis elle se tourna vers moi avec un sourire chaleureux. « Maman, vas-tu bien ?» J'y hochai la tête, sentant les larmes monter à mes yeux, de soulagement, en voyant ma fille. « Maintenant, oui !» Isabelle changea rapidement, de tactique. Un sourire faux apparut sur son visage. « Aurélie, quelle agréable surprise! Nous ne nous attendions pas à te voir. Après toutes ces années, je suis sûre que non, répondit Aurélie, sèchement, mais surtout depuis que vous avez intercepté mes lettres et mes appels. Toutes ces années. Elle se tourna vers le policier. C'est officier Dupont. Voici ma mère, Marguerite Dubois, celle dont je vous ai parlé. Elle a été enfermée illégalement dans le sous-sol par ces 3 personnes. De plus, il y a eu des fraudes financières dont nous avons des preuves documentées. L'officier hocha la tête et s'avança. Madame Dubois, souhaitez-vous porter plainte contre ces personnes? Oui, répondis-je fermement. Je le veux, Bertie. Le visage d'Isabelle se tordit de rage. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire irruption chez nous. Moi, l'interrompis-je. Ce n'est pas votre maison. L'homme en costume, que Aurélie avait présenté comme Laurent Fabre, l'interrompit. Selon les actes que j'ai examinés, cette maison a été achetée avec l'argent de Madame Marguerite Dubois, bien qu'elle soit, techniquement, au nom de son fils. Cependant, vu les circonstances et les preuves de fraude que nous présenterons au tribunal, la propriété peut être contestée. Il sortit des documents. De sa mallette. Voici une ordonnance de restriction temporaire, interdisant à quiconque, autre que Madame Marguerite Dubois, d'accéder à ses comptes financiers. Également, voici une ordonnance pour préserver tous les documents, électroniques et papier, liés à ses finances. Toute tentative de détruire ou modifier ces documents sera considérée comme une obstruction à la justice. Vincent, qui était restée relativement calme jusqu'à présent, pâlit davantage. Vous ne pouvez pas faire ça. Cet investissement a été fait avec le plein consentement consentement obtenu par fraude. Marchand, interrompit Laurent, ou en utilisant des signatures falsifiées. Dans les 2 cas, c'est une violation grave de la loi et je suis sûre que la commission des valeurs mobilières sera très intéressée à examiner vos activités. Le visage de Vincent prit une teinte verdâtre. L'officier Dupont fit un pas de plus. Marchand, j'ai besoin de vous poser quelques questions concernant les accusations de fraude financière et d'abus sur une personne âgée. Vous avez le droit de garder le silence. Mais pendant que l'officier lisait ses droites à Vincent, je regardais Isabelle et François. Ma belle-fille semblait comme si son monde s'écroulait sous ses yeux. Ce qui était, en fait, le cas, son plan soigneusement construit pour se débarrasser de moi et voler mon argent, s'effondrait. François semblait dévasté. Il était assis, la tête baissée,
incapable de me regarder, de regarder Aurélie ou sa fille, qui le regardait avec déception et douleur dans les yeux. « Comment as-tu pu, papa ?» demanda Clémentine, doucement. « Comment as-tu pu faire ça à grand-mère ?» François releva la tête, ses yeux pleins de larmes. « Je ne savais pas, je n'ai pas réalisé que ça irait si loin. » Isabelle disait que maman serait plus heureuse dans une institution, qu'elle avait besoin de soins professionnels. « Ne me mets pas ça sur le dos, » interrompit Isabelle, sèchement. « Tu savais exactement ce qui se passait. Tu as signé les documents, tu as pris l'argent, tu étais d'accord pour vendre la maison. Parce que tu ne m'as pas laissé le choix, » s'exclama François, élevant la voix contre sa femme. Pour la première fois, tu disais que si nous ne le faisions pas, nous perdrions la maison, que nous ne pourrions pas payer l'université de Clémentine. Assez, interrompit Isabelle. N'ose pas me mettre ça sur le dos. Tu étais plus que heureux de dépenser l'argent de ta mère pour une nouvelle voiture, et tu prévoyais d'acheter un bateau. Ils continuèrent à se disputer, déversant des années de ressentiment mutuel et de manipulation. Mais je n'écoutais plus, je regardais Aurélie, qui s'approcha de moi et prit ma main. « Viens, maman, » dit-elle doucement. « Tu n'as plus besoin d'écouter ça. Je te ramène à la maison. » « La maison ?» demanda-je, réalisant soudain que je ne savais plus où était ma maison. « Chez moi, » clarifia Aurélie. « Chez Benoît et moi, et le petit René, il a tellement hâte de te voir. » À la mention de mon petit-fils, que je n'avais jamais rencontré, mon cœur se serra. Sait-il vraiment qui je suis ? Bien sûr, sourit Aurélie. Je lui ai parlé de toi, tous les jours. Je lui ai montré des photos. Il t'appelle grand-mère Marguerite et demande quand tu viendras. Jesanctis des larmes, couleur sur mes joues. Pas de douleur, ni de ressentiment, mais d'espoir. J'avais encore une famille, une vraie famille, qui m'aimait. Clémentine s'approcha de nous, son visage inquiet. « Et moi ?» demanda-t-elle doucement. « Puis-je rendre visite à ma grand-mère aussi ?» Aurélie sourit à sa nièce et passa son bras autour de ses épaules. « Bien sûr, ma chérie, tu es toujours la bienvenue chez nous, et ton cousin sera heureux de te rencontrer. » Clémentine sourit faiblement, mais ses yeux étaient encore pleins d'inquiétude. « Que va-t-il arriver à maman et papa maintenant ?» Aurélie soupira. « Cela dépend de beaucoup de facteurs, de la décision du tribunal, de leur coopération avec l'enquête. Mais une chose est sûre, tu ne seras pas seule. Nous allons t'aider à traverser ça. » Pendant que nous parlions, l'officier Dupont emmena Vincent, qui semblait totalement abattu. Isabelle et François continuaient de se disputer, se blâmant mutuellement, leurs voix devenant de plus en plus fortes et coléreuses. « Sortons d'ici, » suggéra Aurélie. Me prenant sous le bras, l'officier Dupont a dit qu'il nous contacterait demain pour une déclaration officielle. Pour l'instant, tu as besoin de repos. J'y hochai la tête, me sentant soudain fatigué. Cette journée, qui avait commencé si amèrement, se terminait avec une lueur d'espoir. Je jetai un dernier regard à François et nos yeux se croisèrent un instant. Dans son regard, je vis de la honte, du remords et la réalisation qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la confiance et l'amour de sa mère. « Viens, maman », répéta Aurélie, me tirant doucement vers la porte. Je laissai ma fille me guider hors d'une maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne vers une nouvelle vie, avec une famille qui m'aimait vraiment. 2 mois plus tard, j'étais assise sur la véranda de la maison d'Aurélie, regardant le petit René jouer dans le jardin
Il ressemblait tellement à son grand-père, les mêmes yeux bleus, le même sourire, qui faisait se serrer mon cœur. À chaque fois, à côté de moi, était Benoît, le mari d'Aurélie. Un homme gentil, attentionné, pas du tout, le fainéant, que François avait décrit. Il était bien musicien, mais aussi un professeur respecté à l'école d'art, avec un emploi stable et un talent que je commençais à apprécier. Aurélie sortit sur la véranda, portant un plateau, avec des tasses de thé. « Comment te sens-tu, maman » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de moi. « Mieux, répondis-je honnêtement. Mieux chaque jour. Mais ça. » Et c'était vrai, les premières semaines, après le déménagement, furent un difficile cauchemar, crisé d'angoisse, le sentiment constant d'être dans une maison étrangère, mais Aurélie, Benoît et le petit René m'entourèrent de tant de soins et d'amour que peu à peu, je commençais à me sentir chez moi. Les procédures judiciaires suivaient leur cours. Vincent fut arrêté pour fraude financière et l'enquête révéla que je n'étais pas sa seule victime. Isabelle fut accusée de complicité de fraude et d'abus sur une personne âgée. François faisait face à des accusations moins graves, vous sa coopération avec l'enquête et son plaidoyer de culpabilité. L'avocat Laurent Fabre travaillait à récupérer mon argent et avait déjà réussi à récupérer une partie importante. Quant à la maison, à Fécamp, le procès était toujours en cours, mais les perspectives étaient bonnes étant donné que j'avais effectué le paiement principal et que François l'avait admis dans son témoignage. Clémentine vivait maintenant avec nous, au moins temporairement, après l'arrestation d'Isabelle et les procédures de divorce entamées par François. Il fut décidé qu'elle serait mieux chez Aurélie. Elle s'adaptait à une nouvelle vie, une nouvelle école, de nouveaux proches. Parfois, la nuit, je l'entendais pleurer, et je m'asseyais avec elle, tenant sa main, lui rappelant qu'elle n'était pas responsable des actes de ses parents. Aurélie travaillait à restaurer mon indépendance financière. Avec son aide, j'ouvris de nouveaux comptes, auxquels seul j'avais accès. Elle m'aida aussi à rédiger un Nouveau Testament et à établir une procuration pour elle, une vraie procuration, avec ma vraie signature. Il y a une autre lettre de François, dit Aurélie, interrompant mes pensées. Veux-tu la lire? J'hésitais. François m'avait écrit chaque semaine, depuis mon départ, de longues lettres remplies de remords, où il expliquait comment il s'était laissé manipuler par Isabelle, comment la peur de perdre sa maison et son incapacité à assurer l'avenir de Clémentine avait obscurci son jugement. Il demandait pardon, mais n'insistait pas, réalisant que certaines choses ne pouvaient pas être pardonnées si facilement. « Ah oui, dis-je finalement, je vais la lire. » Aurélie me tendit l'enveloppe et se retira discrètement vers René, me laissant de l'espace. J'ouvris la lettre et commençai à lire l'écriture familière de mon fils. Je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner complètement. Je ne sais pas si nous pourrons reconstruire, ne serait-ce qu'une ombre de la relation que nous avions avant que l'avidité et la manipulation n'empoisonnent son âme. Mais je savais une chose, je ne laisserai plus la peur et le doute diriger ma vie. Je ne serai plus une victime silencieuse. À 65 ans, je commençais un nouveau chapitre de ma vie, avec la fille que j'avais retrouvée, avec le petit-fils que je découvrais, avec la petite-fille que j'essayais de protéger des erreurs de ses parents. Ce n'était pas la fin de vie que j'avais envisagée, mais peut-être était-ce exactement ce dont j'avais besoin en regardant René jouer dans le jardin, Aurélie tenant Benoît tendrement, Clémentine souriant. De plus en plus, je réalisais que la vraie richesse
n'était pas dans les comptes bancaires, ni dans les maisons. Elle est dans ces moments, dans ces liens, dans cet amour, que personne ne peut voler